Alors, merci à toutes et à tous d'avoir pris la peine de consacrer ce samedi après-midi ensoleillé à venir m'écouter parler d'un sujet évidemment bien d'actualité et en même temps un sujet particulièrement polémique et controversé. Le thème de l'immigration, bon, bien sûr, nous sommes tous bien conscients de l'actualité du thème de l'immigration, de quelque bord que l'on soit, de quelque bord que seront ceux qui vont regarder cette vidéo en dehors de ceux qui sont devant moi. Tout le monde est bien conscient aujourd'hui que l'immigration est un enjeu majeur. Entre ceux qui sont les promoteurs de cette immigration, on en parlera, l'immigration n'est pas le fruit du hasard. Aujourd'hui, elle est organisée, orchestrée, elle entre dans un processus, dans un plan de nouvel ordre mondial. Elle n'est pas simplement, contrairement à ce que on voudrait nous faire croire, le résultat de l'un ou l'autre conflit sur un autre continent, ou d'une pauvreté, ou d'un scénario catastrophique climatique. Elle est en réalité organisée, on le verra. Et puis d'autre part, il y a ceux qui sont conscients que le phénomène migratoire implique des conséquences désastreuses, mettent en péril un ordre et un modèle civilisationnel. Et donc, qu'on soit d'un bord ou de l'autre, tout le monde est bien conscient qu'il y a un phénomène migratoire qui devient une préoccupation essentielle. Nul ne peut s'en affranchir. On peut se rendre aujourd'hui dans n'importe quel coin de France, hormis peut-être dans une campagne bien reculée, et encore, sans constater la présence migratoire de plus en plus importante. Lorsque l'on parle de grands remplacements, le nier, c'est fermer les yeux, c'est être aveugle. Là encore, les faits sont les faits. Prenez un métro dans n'importe quelle grande ville de France et même d'Europe de l'Ouest, et il ne peut pas vous échapper que désormais la composition des gens qui sont dans le wagon illustre ce phénomène de grand remplacement. Parce que de façon visible, les gens ne sont plus conformes à l'idée que l'on se faisait de la population locale. Et tout cela, encore une fois, entre dans un processus beaucoup plus vaste de nouvel ordre mondial, de nomadisme imposé, organisé, de déracinement général de toutes les populations. Le grand remplacement, la substitution d'une population par une autre, ce n'est pas simplement une entreprise de conquête. Non, c'est en réalité une entreprise de déracinement. C'est bien plus clair ainsi. C'est une entreprise de déracinement, c'est une entreprise qui vise à ce que, à quelques continents, à quelques nations que l'on appartienne, on soit désormais un nomade déraciné. Alors, l'objet de mon propos, cela va être d'expliquer et de le démontrer la position catholique au niveau de l'immigration. Et l'intitulé de la conférence est encore plus précis, c'est de démontrer à quel point la préférence nationale et la rémigration sont des solutions authentiquement catholiques. Alors, pari a priori audacieux, compte tenu du discours que nous entendons aujourd'hui
tenue par les autorités de l'Église conciliaire, qui évidemment sont aux antipodes de cela. Lorsqu'on entend les propos tenus par celui qui occupe le trône pontifical en ce moment, et par la plupart de ses prélats, et par bon nombre de prêtres modernistes formés à l'école de Saint-Marx, eh bien, on est bien conscient que pour eux, il faudrait, selon leur vision des choses, ouvrir totalement nos frontières, accueillir toutes les populations de tous les continents, et tout cela, soi-disant, au nom de la charité. Alors, je vais tenter de démontrer que le discours qui est tenu par l'Église conciliaire en la matière aujourd'hui est totalement contraire aux enseignements de l'Église catholique à travers sa tradition. Elle est contraire aux illustrations historiques mises en place par l'Église catholique, et à quel point, en réalité, les propos de l'Église conciliaire aujourd'hui en la matière sont tout simplement anticatholiques parce que nous poussons au suicide civilisationnel et à la disparition de la religion catholique dans le cadre d'un nouvel ordre mondial qui s'accompagnerait inévitablement d'un nouveau syncrétisme religieux. Puisque, là encore, le discours de l'occupant du trône pontifical, François, c'est de nous dire non seulement que par charité nous devrions tous les accueillir, tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, voudraient venir chez nous, mais qu'en plus de cela, d'un point de vue strictement religieux, on peut obtenir son salut au sein de n'importe quelle croyance. Donc en fait, on additionne au relativisme religieux l'idée qu'on peut obtenir son salut à travers n'importe quelle croyance religieuse, l'idée que la population chrétienne, dans les pays historiquement chrétiens, doit accepter une substitution de population, une dilution de la population qui, numériquement, mathématiquement, transforme petit à petit la population de souche chrétienne en une minorité sur son territoire originel. C'est donc véritablement un processus suicidaire qui fait disparaître à la fois notre civilisation et qui met profondément en péril la survie du christianisme en Europe occidentale. Donc, je vais tenter par non seulement des références, des citations, mais par l'exemple de la doctrine, de vous montrer à quel point cette position moderniste est une imposture et une trahison profonde, viscérale de l'enseignement du christianisme, et à quel point le véritable catholicisme est naturellement porteur de patriotisme, et dans le contexte qui nous occupe, doit nous amener naturellement à conclure à la nécessité de défendre nos frontières, de défendre notre pays, de défendre notre civilisation, de défendre les avantages de notre population. Quelques citations d'abord, pour remettre un peu tout ça dans son contexte. En matière de patriotisme,
que dit l'Église, que disent les papes. Léon XIII, dans l'encyclique Sapientiae Christianae, nous dit « L'amour surnaturel de l'Église et l'amour naturel de la patrie procèdent du même et éternel principe. Tous les deux ont Dieu pour auteur et pour cause première, d'où il suit qu'il ne saurait y avoir entre les devoirs qu'ils imposent de répugnance ou de contradiction. On est catholique et on est patriote. » Le cardinal Mercier, archevêque de Malines, durant la Première Guerre mondiale, dans une lettre intitulée « Patriotisme et endurance », déclarait « Il n'y a point de parfait chrétien qui ne soit un parfait patriote. » Et cela nous rapporte naturellement au commandement qui nous amène à honorer notre père et notre mère. Parce que la patrie, c'est la terre des pères. Parce que honorer nos parents entraîne notre souci d'honorer notre patrie, d'honorer la terre de nos pères, d'honorer le sol sous lequel sont enterrés nos ancêtres. Nous sommes issus d'une filiation, d'une généalogie. Nous avons un héritage, et cet héritage, nous avons le devoir de le transmettre. Donc, le sol, la patrie, la terre, nous la recevons de nos ancêtres avec le devoir de la conserver et de la transmettre à notre tour, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos descendants. Manquer à ce devoir, c'est d'une certaine façon manquer au commandement d'honorer notre père et notre mère. Le cardinal Pie déclarait « Vous serez davantage de votre pays à mesure que vous serez plus chrétien ». Encore une fois, c'est la démonstration à travers ce qui a été la tradition de l'enseignement de l'Église, à quel point on ne distinguait pas, on ne concevait pas qu'il y ait séparation entre l'amour de la chrétienté et l'amour de sa patrie. Parce que la patrie devait naturellement être au service de la chrétienté. Abandonner l'un, c'était abandonner l'autre. Que nous dit l'Église en matière de préférence nationale? Existe-t-il des déclarations, des écrits pratiques en la matière? Eh bien, on trouve, par exemple, cette déclaration de Benoît XV. Le pape Benoît XV nous enseigne « Si la charité s'étend à tous les hommes, même à nos ennemis, elle veut que soient aimés par nous d'une manière particulière ceux qui nous sont unis par les liens d'une commune patrie. » Donc il y a bien, à une époque où nous ne sommes pas encore confrontés à la situation de l'immigration telle que nous la connaissons aujourd'hui, il y a bien déjà cette idée de préférence nationale. Elle veut que soit, si la charité s'étend à tous les hommes, même à nos ennemis, elle veut que soient aimés par nous d'une manière particulière, et donc préférentielle, ceux qui nous sont unis par les liens d'une commune patrie. Pie XII, dans l'encyclique Summi Pontificatus, en 1939, écrit « Il existe un ordre établi par Dieu selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. » Encore une fois, c'est très clair. C'est bien de préférence nationale qu'il s'agit. C'est dans le bien que l'on fait, agir par priorité. On fait d'abord du bien aux nôtres
avant d'en faire aux autres. C'est une charité bien ordonnée. C'est le proverbe que nous connaissons tous. Pie XII dira encore le 23 juillet 57, si ma mémoire est bonne, au sujet de l'immigration, qu'elle ne peut se faire aux dépens des droits naturels et au détriment des valeurs religieuses et morales. Parce que, à cette époque, Pie XII envisage des phénomènes migratoires liés précisément à des conflits. Mais, là encore, il y a des conséquences évidentes à en tirer. L'immigration ne peut se faire aux dépens des droits naturels et au détriment des valeurs religieuses et morales. Cela veut bien dire que la chrétienté ne peut pas accepter une immigration qui, par la mathématique démographique et par les droits accordés, met en péril la prédominance du catholicisme sur une terre catholique. Or, c'est exactement le contraire que font nos autorités gouvernementales et que nous propose l'actuel Rome moderniste conciliaire. Le cardinal Feltin, autrefois archevêque de Paris, écrivait « L'Église qui proclame que tous les hommes sont frères corrige l'interprétation erronée qu'on donne parfois à cette fraternité universelle. Elle déclare en effet que chacun doit aimer particulièrement ceux qui sont nés sur le même sol que lui, qui parlent la même langue, ont hérité des mêmes richesses historiques, artistiques, culturelles, qui constituent dans l'humanité cette communauté spéciale que nous appelons notre patrie, véritable mère, qui a contribué à former chacun de ses enfants, elle a droit à un amour de préférence. De nouveau, c'est bien la légitimation par l'Église catholique de la notion de préférence nationale, qui est du simple bon sens. De la même façon que vous, en tant que père de famille, vous avez, même si vous aimez et si vous avez de la charité pour les enfants de vos cousins et de vos voisins, eh bien vous avez naturellement une préférence pour vos propres enfants, et puis pour les enfants de vos cousins, et puis pour les enfants de vos voisins. Tout ça est légitime, naturel, c'est du bon sens. Eh bien, il en va de même en termes de nation, de patrie. Vous aimez naturellement, par préférence, la population française et catholique à la population d'un autre pays européen. Et puis, vous aimez de préférence la population d'un autre pays européen catholique à la population d'un autre continent. Ce qui ne fait pas de vous un être haineux à l'égard des populations des autres pays. C'est simplement un ordre naturel et légitime de préférence. L'Église évoque-t-elle l'idée de se battre pour sa patrie? Mais oui. Alors bien sûr, c'est remonté peut-être un peu loin, mais c'est l'Église. Rappelons-nous ce que disait Urbain II. « Français qui m'écoutez, rappelez-vous les vertus de vos ancêtres. Plus qu'à toute autre nation, Dieu vous a donné la gloire des armes. » La gloire des armes vantée par un pape, c'est bien l'utilisation de la vertu de force et de la force d'une façon virile. Ce ne sont pas que des mots. En l'occurrence, précisément à l'époque d'Urbain II, c'était véritablement utiliser le glaive au service de la chrétienté.
aujourd'hui, dans le cadre d'une mise en péril de nos patries et de la chrétienté, il n'est donc pas contraire à l'ordre chrétien et à la doctrine catholique de devoir défendre par la force à la fois nos frontières, notre population et notre foi. Bien au contraire, dans une situation normale avec des chefs d'État réellement soucieux du bien commun de la population sur laquelle ils ont autorité, ce serait naturel, cela irait de soi. Renvoyer l'occupant, est-ce que c'est quelque chose de catholique? Souvenons-nous de ces paroles de Sainte Jeanne d'Arc. De l'amour ou haine que Dieu a pour les Anglais, je n'en sais rien. Mais je sais bien qu'ils seront tous boutés hors de France, excepté ceux qui y périront. Cette formule de Sainte Jeanne d'Arc, elle est pleine d'enseignements aujourd'hui encore pour nous. Il n'est pas question dans la formule prononcée par Sainte Jeanne d'Arc de haine vis-à-vis de qui que ce soit. Il y a simplement l'idée que le français doit être maître en France et qu'il est donc légitime de bouter hors de France celui qui est venu l'envahir. Allons plus loin. Puisque l'Église, les autorités de l'Église aujourd'hui tiennent le discours contraire, compte tenu que ce discours est porté y compris sur le trône pontifical, avons-nous le droit, la légitimité de contredire les autorités romaines sur ce sujet? Bien là, je m'en réfère à saint Thomas d'Aquin. Lorsqu'il pourrait y avoir un danger pour la foi, les sujets seraient tenus à réprimander leurs prélats, même publiquement. Est-ce que l'immigration telle qu'elle a désormais comme dimension met en péril la foi? Incontestablement. Parce qu'aujourd'hui, par son ampleur mathématique, elle met de plus en plus en situation de minorité sur terre chrétienne les catholiques. Donc elle met précisément la foi en péril. Elle la met d'autant plus en péril que c'est accompagné par un discours conciliaire, syncrétiste, mettant sur le même pied d'égalité toutes les croyances, et donc la vérité et l'erreur, et laissant penser que le salut peut se faire, y compris par les hérésies. Donc, cette situation, dans sa globalité, met bien en péril la foi. Et donc, elle nécessite que nous rappelions la doctrine catholique traditionnelle en la matière et que nous proclamions haut et fort que les autorités romaines, aujourd'hui, mentent, trahissent en ce domaine comme en beaucoup d'autres, et que leur discours est une imposture. Dans le même ordre d'idées, par rapport à la contestation publique assumée de ce que disent les autorités romaines à ce sujet, je citerai Monseigneur Lefebvre, le 21 novembre 1974, qui déclarait « Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l'Église depuis 19 siècles. » Bien sûr, la déclaration de Monseigneur Lefebvre n'est pas dans le contexte de l'immigration. Mais pourtant,
elle peut précisément être replacée dans ce contexte. Parce que, aujourd'hui, il existe bien une autorité, la plus élevée dans la hiérarchie, qui veut, au nom de son autorité, nous contraindre à abandonner l'idée que la foi catholique est la seule qui permet le salut, et à donner aux autres croyances religieuses la même importance sur notre territoire et aux yeux des institutions que la foi catholique, ce qui met bien en danger celle-ci. Une autre question qui se pose, est-il bien correct, conforme, de vouloir mélanger politique et religion? Est-ce que lorsque nous cherchons à légitimer notre proposition de préférence nationale et de rémigration par la doctrine catholique, nous ne procédons pas d'une confusion dangereuse qui pourrait mettre la religion en danger? Et là, je citerai Pie XI et l'encyclique Quas Primas. Au jugement final, le Christ accusera ceux qui l'ont expulsé de la vie publique et tirera de pareils outrages la plus terrible vengeance. Ce qui signifie que, en ce domaine politique, comme en tous les domaines politiques et tous les domaines de la vie publique, notre boussole doit bien être la théologie, la doctrine catholique. Je répète souvent cette référence ô combien politiquement incorrecte, mais que j'assume, c'est celle de la visite de Salazar, chef de l'État portugais, à l'Espagne. Il est reçu par le général Franco, et publiquement, le général Franco déclare que tout en politique doit être vu à la lumière de la théologie. C'est ô combien vrai. Nous ne pouvons, en aucun domaine de la vie politique, nous affranchir de cette lumière de la théologie. Elle doit nous guider à voir ce qui est de l'ordre du bien commun et ce qui est contraire au bien commun. Elle doit nous aider à faire preuve de discernement en tous les domaines de la vie publique. Et donc il est de notre devoir, en tant que catholiques, d'assumer, comme nous l'enseigne l'encyclique Quas Primas, d'assumer le fait d'être catholique et de, haut et fort, nous positionner en tant que catholiques, souhaitant le règne du Christ roi et souhaitant appliquer la doctrine catholique. Souhaitant la primauté de la foi catholique en France, souhaitant que la France, constitutionnellement, soit un État catholique. Souhaitant de la sorte mettre fin à la séparation de l'Église et de l'État, parce que seule la restauration d'une France catholique résoudra bien des problèmes, tant en matière d'immigration que de présence d'autres croyances religieuses sur le territoire. On y reviendra. Alors, revenons maintenant, pratiquement, dans des applications diverses. Nos adversaires et l'Église conciliaire et tous ceux qui vont user et abuser des déclarations de l'Église conciliaire vont sans cesse tenter de nous mettre en défaut au nom de notre soi-disant manque de charité. Mais là encore, il faut le rappeler, la première des charités, c'est la vérité. Même si elle est difficile à entendre, à temps et à contre-temps,
nous avons le devoir de dire la vérité, de la rappeler, même quand elle irrite les oreilles de nos contemporains. Et en termes de charité, l'Église catholique enseigne que la notion de charité politique est essentielle. Elle est donc d'autant plus essentielle pour aborder ce problème contemporain qu'est l'immigration. Et pour répondre à toutes les fausses interprétations de ce qu'est la charité qui est aujourd'hui confondue avec la sensiblerie et l'assistanat. Aujourd'hui, on ne cherche pas à faire le bien. On ne cherche pas à nous encourager à faire le bien. On ne cherche pas à assurer le bien commun de la population française. On ne cherche pas non plus à assurer le bien commun des populations qui tentent l'immigration. Non. On cherche à utiliser les armes du sensible pour sans cesse nous émouvoir. On utilise la force de l'image, la vidéo, la photographie, des cas tragiques, souvent mis en scène d'ailleurs, pour ébranler notre force de caractère en étant dirigé vers notre intérieur le plus sensible. On va donc fréquemment utiliser l'image de l'enfant pour tenter de nous faire accepter ce qui n'est rien d'autre qu'une invasion migratoire. Si vous repassez en revue toute une série d'événements destinés à nous faire admettre l'immigration sous sa forme la plus massive, eh bien vous vous souviendrez de toute une série d'images choquantes destinées à discréditer toute opposition à l'immigration en la faisant passer pour sans cœur. Et donc abominable. Souvenez-vous de cet enfant échoué sur les plages. Vous avez, je suppose, encore en tête ces gros plans photographiques d'un petit enfant étendu face contre sol sur une plage pour illustrer le fait que nos autorités auraient manqué à leur devoir d'organiser correctement l'accueil de ces populations fuyant la guerre et la misère, comme on cherche en permanence à nous le prétendre. Souvenez-vous, le cas particulier, cela a été abondamment répercuté à la télévision, décrit à la radio, cela fait la une de la plupart des titres de la presse écrite de toute l'Europe. Et il a fallu bien des investigations pour que, à travers quelques voix de médias dissidents, on sache que le père de l'enfant, c'était lui vêtu du gilet de sauvetage, laissant son enfant mourir sans lui de gilet de sauvetage. Cette attitude-là, déjà, doit nous montrer à quel point il y a inversion des rôles. Ce n'est pas
à la population européenne d'être culpabilisée parce que cet enfant est mort et a échoué sur cette plage. Non. En réalité, s'il y a une personne à culpabiliser, c'est un père qui ne s'est pas comporté comme un père, qui a préféré son propre bien à celui de son enfant, qui a préféré sa propre sécurité à celle de son enfant, c'est-à-dire une attitude qui est indigne d'un père. Et nous pourrions remonter plus à l'origine du problème. Est-il raisonnable pour un père d'envisager ce genre de périple en sachant les dangers qui pourraient être encourus pour ses enfants, s'il n'y a pas de motif valable pour cela? Or, nous savons bien que même en situation de guerre, imaginons même que cette personne, comme d'autres personnes qui arrivent aujourd'hui, soit issue d'un pays en guerre. Eh bien, la logique n'est pas de traverser tout son continent et puis la mer pour aboutir sur un autre continent. Lorsqu'on fuit la guerre, on passe d'une localité à une autre, jusqu'à trouver une localité qui ne connaît pas la guerre. Et lorsque on doit passer d'une ville à une autre, eh bien, si tout le pays est en guerre, on passe au pays voisin. Mais on ne passe pas un continent voisin. L'exemple, c'est naturellement celui qu'ont connu vos ancêtres, direct. La Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, en Europe, ont systématiquement entraîné des exodes de populations civiles. Au fur et à mesure de l'avancée des conflits, dans les deux cas des guerres mondiales, des populations civiles ont quitté les villes dans lesquelles elles habitaient pour d'abord partir dans d'autres villes, et puis ensuite pour éventuellement chercher abri dans le pays frontalier. Ainsi, on a vu une partie de la population belge se trouver en exil en France. Ainsi, on a vu, durant la guerre d'Espagne, des populations hispaniques chercher refuge dans d'autres pays européens frontaliers. Mais on n'a pas vu la population européenne rassembler ses biens pour tenter de trouver abri aux États-Unis. Seule une petite minorité de gens issus d'une autre communauté ont choisi ce parcours. Mais ce n'était pas le cas des Français moyens fuyant la guerre. On sait bien donc qu'il n'est pas naturel pour une population qui fuit la guerre de tenter de se trouver sur un autre continent. Ce n'est pas une situation naturelle, ce n'est pas une situation de fuite naturelle. De la même façon, on sait bien que pour un homme normalement constitué, il n'est pas naturel de fuir son pays en guerre, d'abandonner sa patrie, a fortiori d'abandonner sa famille, pour chercher le confort sur un autre continent. Or, ce que nous observons aujourd'hui dans la très grande majorité des cas des personnes qui constituent les vagues d'immigration massive qui débarquent en Europe et la submergent, c'est que ce sont majoritairement des hommes, et des hommes jeunes, des hommes en
en conditions physiques suffisantes, en principe, pour faire leur devoir dans leur pays si leur pays est en guerre. Comment ces hommes peuvent-ils se regarder dans un miroir en disant qu'ils ont abandonné leur pays, leurs parents, leur épouse, leurs enfants? C'est indigne. C'est tout simplement irrespectable. Un homme normalement constitué ne fait pas cela. C'est une preuve de lâcheté. C'est une preuve de la pire des lâchetés. Le courage n'est pas donné à tout le monde, et je ne prétends pas assurer, garantir que dans toutes les circonstances, je pourrais faire preuve du courage dont je souhaiterais être le garant. Mais en tout cas, quel homme normalement constitué, même dans une situation de danger, abandonnerait ses parents, abandonnerait son épouse, abandonnerait ses enfants? Y a-t-il pire que cela? C'est totalement irrespectable. C'est la pire des situations humaines. Et ce sont ces gens-là que l'on nous demande d'accueillir, que l'on nous demande de loger, dont on nous dit qu'ils vont occuper nos emplois, mieux encore qu'ils vont payer nos retraites, qu'ils vont contribuer au bien du pays qui les accueille. Mais s'ils n'ont pas été capables de défendre leur famille, de défendre leur famille la plus proche, de défendre leur pays d'origine, pourquoi donc apporterait-il un bien au pays qui les accueille? C'est une mascarade, c'est une supercherie, c'est une tromperie sans nom. Revenons-en à ces notions qui doivent nous aider à y voir plus clair. La notion de charité, eh bien, je vous l'ai dit, il y a cette notion de charité politique considérée par l'Église catholique comme la plus haute des charités, parce qu'elle s'adresse à plus d'âmes et leur fait un bien plus grand. Et en toute logique, cela veut dire que nos gouvernants ont un devoir, par charité politique, d'assurer le bien commun de la population dont ils ont la responsabilité. Le chef de l'État français, son devoir, c'est d'assurer le bien commun de la France et des Français. Ce n'est pas d'assurer le bien commun du monde, du nouvel ordre mondial, de l'Afrique subsaharienne. Après, si par extraordinaire, le chef de l'État français, par une baguette magique, avait obtenu une situation de bien pour tous les Français, si il ne se trouvait plus aucun Français dépourvu d'emploi, dépourvu de logement, s'il ne se trouvait plus aucun Français vivant dans la misère, s'il ne se trouvait plus aucun Français vivant dans un taudis, on pourrait à ce moment-là commencer à envisager de se soucier des autres. Mais par définition, le chef de l'État français, par la mission qui lui est confiée, doit avoir d'abord ce souci de s'occuper du bien de sa population. Et nous le savons, hélas, il y a encore, oui, bien des Français qui n'ont pas d'emploi, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Alors, comment peut-on nous dire simultanément
que nous ne sommes pas en mesure de trouver un emploi à chaque Français, mais que la population qui arrive illégalement en Europe va, elle, trouver un emploi sur notre sol et participer au financement de nos retraites. Ça ne tient pas. C'est indéfendable. Comment peut-on simultanément dire qu'il y a une crise du logement en France, que l'on n'est pas en mesure de fournir à tous les Français un logement décent, et en même temps prétendre que nous allons loger des centaines de milliers d'immigrés qui arrivent illégalement en France. Comment peut-on simultanément se trouver dans la difficulté de fournir un bon niveau d'enseignement aux enfants dans les écoles de la République et prétendre, d'autre part, que nous allons pouvoir accueillir dans les écoles de la République des milliers d'enfants qui ne connaissent pas un traître mot de français, qui n'ont aucune notion des coutumes et de la civilisation européenne. Et comment peut-on prétendre que nous allons en faire les travailleurs de la France de demain? Mieux encore, selon les propos de Valls, les députés français de demain. Rappelons-nous cette promesse de Manuel Valls à propos des immigrés clandestins. Il y a parmi eux vos futurs députés. Formidable, hein? Formidable. La question du devoir du chef de l'État, elle est vraiment une notion essentielle, hein, dans la démarche qui est la nôtre d'analyse catholique de cette situation. Cette notion de charité politique, cette notion du coup de préférence nationale dont un chef d'État doit par définition faire preuve, ça signifie en gros, en toute logique, que nos chefs d'État, nos gouvernants, aujourd'hui, aux yeux de la doctrine catholique traditionnelle, mais tout simplement aussi au regard du bon sens, font preuve de trahison, ni plus ni moins. La façon aujourd'hui dont ils se comportent, elle ne cherche pas à assurer la préférence nationale, elle en a même horreur, mais au contraire, elle garantit la préférence étrangère. Elle accorde plus de droits, plus de privilèges à ceux qui arrivent illégalement chez nous. Illégalement. Parce que on pourrait encore faire la distinction entre l'immigration arrivée légalement et l'immigration arrivée illégalement. Revenons sur l'historique de l'immigration. Dans les années 70, il s'est hélas trouvé un patronat cosmopolite et apatride qui a réclamé une main-d'œuvre étrangère parce qu'elle refusait de payer décemment des ouvriers français. C'est ça la vérité, non ? C'est que ces patrons-là étaient des apatrides, étaient des cosmopolites, étaient des patrons indignes dont le seul moteur était l'argent, était le profit, sans avoir le moindre souci du bien commun, le moindre souci du juste salaire. Non, eux, ce qu'ils voulaient,
c'était de la main-d'œuvre bon marché, déracinée, implantée ici, et puis il s'est trouvé Giscard d'Estaing pour organiser une nouvelle législation permettant le regroupement familial, et dans le même temps, Simone Veil, organisant la législation sur l'avortement, et vous avez une balance mathématique qui commence à se mettre en place. Lorsqu'une population organise à grande échelle l'avortement, lorsque l'État français met en place une législation qui entraîne l'avortement d'environ 225 000 enfants par an, elle crée un manque démographique important. Et elle justifie ensuite l'immigration pour combler ce manque démographique. Donc elle nous trahit deux fois. La République nous trahit deux fois. Les gouvernants condamnent par deux fois leur propre population. Si ce n'est pas de la haute trahison, qu'est-ce? Organiser, d'une part, la disparition annuelle de 225 000 de nos enfants, tout faire pour brider la natalité, et en même temps se plaindre de la chute démographique et réclamer de nouvelles vagues migratoires pour compenser le génocide de l'avortement. C'est machiavélique. Mais c'est tellement gros que cela devrait naturellement susciter une véritable révolte des Français. Cela devrait être limpide. C'est un double crime qui crie révolte. Et hélas, au contraire, la plupart de nos contemporains, gavés par la télé-réalité, par les pains et les jeux modernes, se laissent complètement guider comme des troupeaux de moutons que l'on conduit à l'équarrissage. C'est hallucinant. Et pire encore, parce que c'est une autre forme de trahison, nous avons toute une série de mouvements, de partis, d'organisations qui prétendent défendre la France et les Français, qui prétendent se faire les relais de nos soucis par rapport à la question migratoire, mais qui refusent obstinément de constater ce double aspect, de considérer à quel point l'avortement est intrinsèquement lié au phénomène migratoire et au déclin de la France. Nous nous trouvons, hélas, bien isolés au sein de Civitas dans l'échiquier politique national français lorsqu'il s'agit de faire comprendre qu'il faut simultanément combattre l'immigration et combattre l'avortement. Nous avons bien du mal à faire partager ce discours par d'autres mouvements qui veulent uniquement voir l'aspect immédiat, superficiel des problèmes, mais refusent continuellement de remonter aux sources. Ils ne veulent pas pointer du doigt
ceux qui organisent l'immigration de grand remplacement, qui sont les mêmes qui organisent l'avortement, qui sont les mêmes qui organisent la dénaturation du mariage, qui sont les mêmes qui détruisent la famille traditionnelle, qui sont les mêmes qui mettent en place la PMA, la GPA et le transhumanisme, qui sont les mêmes qui veulent un nouvel ordre mondial dont la capitale sera Jérusalem, comme l'a dit Attali. Ce sont les mêmes George Soros qui financent la subversion et la révolution à travers le monde. Si l'on n'identifie pas l'origine, si l'on ne remonte pas aux sources, si l'on ne veut pas comprendre quelles sont les causes profondes des maux dont nous sommes les victimes, si on ne veut pas tenir compte que ceux qui organisent l'avortement et donc l'étranglement démographique de notre population sont les mêmes qui, au nom d'un même plan à longue échelle, organisent l'immigration invasive, eh bien on se trompe de combat. On crée des illusions, on va aux élections, on promet de rendre la France aux Français, mais en réalité, on ne la rend à personne. On continue toujours et toujours à conduire les Français qui commencent à comprendre un peu les choses dans les mêmes impasses. Alors on nous dit, mais il faut être pragmatique, il faut rechercher l'efficacité. Mais au final, quelles sont les preuves d'efficacité de ce discours, de ces campagnes, de ces 20 ans de combat dit national ou nationaliste, détachés de Dieu, détachés de l'ordre naturel, détachés du souci du véritable bien commun, compromis avec la République maçonnique? Où sont-ils leurs résultats? Où a-t-elle été leur efficacité? 20 années de perdu. C'est énorme. C'est énorme. Par rapport au désastre que nous observons, par rapport à cette submersion migratoire, il y a 20 ans, si les choses avaient été plus claires dans l'esprit de ceux qui conduisaient les mouvements nationaux, combien de situations terribles dont nos populations sont actuellement les victimes auraient-elles pu être éliminées, évincées? Je reviens toujours sur les principes qui doivent nous aider à comprendre, à discerner dans toute cette situation. Comment, d'un point de vue catholique, devons-nous considérer quels sont les remèdes? Il y a la notion de propriété et de droit de propriété qui l'accompagne. Il y a la notion de bien commun. Il y a la notion de justice. Il y a les devoirs envers la patrie. Ce sont autant d'éléments qu'en tant que catholiques, nous devons avoir en tête pour nous aider à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, en matière d'immigration comme dans beaucoup d'autres domaines. La notion de propriété, qu'a-t-elle qui peut nous faire réfléchir en matière d'immigration? On nous dit que les immigrés fuient la guerre ou fuient la misère, sont donc dans un état d'extrême nécessité. En gros, puisqu'ils fuient la guerre ou fuient la misère, cela voudrait dire que leur vie est en péril. En matière de propriété, l'Église réfléchit à cette notion d'extrême nécessité.
dans le cadre de la charité que nous avons vis-à-vis des personnes en situation d'extrême nécessité, c'est-à-dire en péril de mort, l'Église nous dit qu'il est permis pour ces personnes qui seraient en péril de mort de se servir des biens d'autrui autant qu'il est nécessaire pour sauver sa vie ou, dans le cas d'une mère, pour sauver celle de son enfant. Mais hors de ce cas particulier, c'est mettre l'ordre public et la justice en péril que de laisser l'étranger s'emparer du bien d'autrui. C'est l'anarchie si vous laissez tout le monde se servir à son gré sous prétexte qu'il fuirait la guerre ou serait en état de misère. Et si l'on va plus loin, dans le cas particulier de l'extrême nécessité, l'Église nous dit qu'il n'est pas légitime de prendre au-delà de ce qui préserve du péril de mort. Par ailleurs, l'Église envisage aussi un cas de figure supplémentaire lié directement à la disponibilité des biens. Ainsi, si l'on imagine une situation de famine, de grande misère, si des personnes qui meurent de faim se trouvent à proximité de personnes, d'un foyer, qui ont de quoi se nourrir, mais qui ont uniquement de quoi nourrir le foyer en question. Eh bien, la personne qui est en cas d'extrême nécessité pour sauver, par exemple, la vie de son enfant, peut tenter de s'emparer de la nourriture d'un autre. Mais le foyer qui n'a que de quoi nourrir les personnes qui composent son foyer est en droit de défendre par la force cette nourriture pour assurer la survie de son foyer. Cette analogie, que vaut-elle dans le contexte de l'immigration ? Si nous accordons du crédit à l'idée que ces populations fuient la guerre ou fuient la misère, et je dis bien si nous accordons du crédit, compte tenu que, selon une logique naturelle, s'ils fuyaient la guerre ou la misère, ils s'arrêteraient dans le pays voisin et ils ne traverseraient pas une série de pays et ensuite la mer pour tenter de trouver accueil sur un autre continent. Mais faisons un instant abstraction de cela. Si ces populations fuyant la guerre ou la misère tentent ensuite de se rendre dans un pays qui lui-même est en difficulté et dont la population est elle-même de plus en plus pauvre, eh bien il est légitime et naturel que la population pauvre et assaillie par une population cherchant à fuir la guerre ou la misère, se défendent, y compris par la force, pour assurer le bien et la survie de sa propre population. Or, aujourd'hui, si nous observons la situation de la France et des Français, si nous tenons compte du nombre de chômeurs qui existent en France, si nous tenons compte du nombre de personnes qui vivent à la rue en France, si nous tenons compte du nombre de gens
qui dorment à la rue en France, si nous tenons compte du nombre de gens qui vivent dans des taudis en France, si nous tenons compte du nombre de gens qui ne se nourrissent pas correctement en France, ou qui n'ont pas les moyens suffisants pour nourrir correctement leurs enfants en France, eh bien nous pouvons à ce moment-là légitimement considérer que la population française a le devoir de se préserver de l'arrivée massive de cette immigration, parce qu'elle a le devoir de d'abord assurer les moyens nécessaires à la dignité de sa propre population. C'est, encore une fois, naturel, logique, et c'est catholique. Je vous donnerai pour illustrer cette situation et pour faire comprendre à quel point, encore une fois, même si ça peut sembler sans cœur chez les bobos qui occupent nos plateaux de télévision, au passage, notons quand même que tous ces gens du show business ou des médias qui nous font la leçon sur le plateau de télévision sont quand même bien rares à accueillir des familles d'immigrés chez eux. Jusqu'à présent, on n'a pas vu beaucoup de ces personnes qui vivent dans de somptueuses villas et eux ont quantité de privilèges, accueillir des immigrés, ou bien quand ils les accueillent, au final on apprend bien souvent qu'ils les ont exploités comme boniches ou payés au noir, comme ça a été le cas de quelques personnes de nos célébrités françaises. Mais donc revenons à cette situation. Imaginons un exemple pratique pour comprendre pourquoi, même si nous avons face à nous des populations qui émeuvent notre pauvre petit cœur, nous avons le devoir de d'abord penser au nôtre. Prenez le cas d'un bateau. Imaginez un bateau qui coule. La France, c'est un bateau qui coule. Imaginez un bateau qui coule et où donc, naturellement, on met les chaloupes à la mer. Les canots de sauvetage. Les canots de sauvetage, les chaloupes, sont envisagés pour un nombre précis de personnes qu'elles peuvent embarquer. Si donc une chaloupe est conçue pour pouvoir embarquer 20 personnes, à 40, il est sûr qu'elle coulera. Imaginez que dans la situation d'un bateau qui coule, vous ayez pris place dans une chaloupe. Imaginez même que par votre ascendant naturel, vous ayez autorité sur cette petite chaloupe. Vous voyez autour de vous quantité de gens qui appellent à l'aide. Vous voyez quantité de gens qui, sans doute, vont se noyer s'ils ne peuvent pas trouver place sur une chaloupe. Mais vous savez aussi pertinemment que si vous acceptez irraisonnablement plus de personnes à bord de la chaloupe que ce qu'elle peut contenir, c'est l'ensemble des passagers de la chaloupe que vous condamnez. Alors, la sensiblerie, vous devez nécessairement dans cette situation en faire totalement abstraction. Ça vous déchire le cœur, sans doute. Mais vous savez que il n'y a pas d'autre choix à un moment que de refuser de laisser monter à bord plus que la chaloupe ne peut en contenir. Et que vous devez le refuser, y compris jusqu'à l'usage de la force.
même si ça vous déchire le cœur, parce que sinon, c'est l'entièreté des gens qui vous entourent que vous condamnez. Cela, c'est le principe de l'autorité devant faire des choix au nom du bien commun. Si les circonstances ne vous permettent que de sauver un petit nombre, il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver ce petit nombre et non pas pour condamner tout le monde. Aujourd'hui, le modèle que l'on nous présente, l'utopie mondialiste que l'on tente de nous vendre, c'est que pour satisfaire notre sensiblerie, pour nous donner fausse bonne conscience, nous devrions ouvrir toutes larges nos portes, accepter toute la misère du monde, venue de tous les continents, les laisser déferler, les laisser s'emparer de tout. Nous soumettre à une arrivée qui change tout de notre environnement jusqu'à ce que ça se conclue par le bateau qui coule complètement et le désastre complet de notre propre population. Un chef d'État soucieux du bien commun, en âme et conscience, ne peut pas le permettre. Aujourd'hui, lorsque vous observez l'éventail des chefs d'État qui composent l'Europe, eh bien vous voyez qu'un Viktor Orban en Hongrie, il se comporte comme un chef d'État chrétien, soucieux du bien commun de la population sur laquelle il a autorité. C'est la même chose dans plusieurs pays de l'Est. C'est en ce moment le même souci qui peut animer un Salvini en Italie. Mais à l'inverse, une Angela Merkel en Allemagne, un Emmanuel Macron en France, ce sont des chefs d'État qui n'ont aucun souci du bien commun. Ils n'ont aucun véritable souci de la population qui leur est confiée. Ils sont des valets, des vassaux d'un plan mondialiste. Et ils sont prêts à sacrifier, y compris leur propre population, pour servir ce plan. Nous avons vraiment en face de nous un plan machiavélique. Nous avons vraiment en face de nous un plan mondialiste et il est orchestré. Il est savamment, méticuleusement orchestré. Et pour le combattre, la préférence nationale et la rémigration sont des solutions catholiques qu'un chef d'État soucieux du bien commun doit prendre non seulement par souci du bien de sa population, mais en réalité aussi pour le bien des populations étrangères, des populations immigrées. Le mondialisme qui est en train d'orchestrer l'immigration, il ne le fait pas dans l'intention d'aider les pauvres immigrés. Il ne le fait pas par charité pour des pauvres populations fuyant la guerre ou fuyant la misère. Il n'a pas comme idée derrière la tête d'assurer un meilleur train de vie à une partie de la population subsaharienne. Non. Non. Il vise à organiser le désordre et à organiser le nomadisme planétaire. L'immigration illégale massive qui submerge le continent européen, elle entre dans la même logique que le nomadisme économique qui accompagne les délocalisations d'entreprises
et demandent aux travailleurs de suivre leur entreprise qui se délocalise et de partir au Bangladesh, devenir cadre de l'entreprise dont ils appartenaient au Bangladesh, mais payés avec un salaire de Bengali. Vous savez, c'est un phénomène de plus en plus fréquent, orchestré en parallèle de cette immigration, n'est-ce pas? C'est ce mondialisme économique où des multinationales remplacent nos petites entreprises, notre petite industrie, nos petits commerces, notre artisanat, notre paysannerie. Et au final, lorsqu'elles ont assuré le désert économique local, elles continuent cette recherche inlassable de profit, et puis lorsqu'elles estiment que le citron est bien pressé, elles vous annoncent que, pour le plus grand bien des actionnaires, elle n'a plus sa place en France, mais que les opportunités économiques lui imposent d'aller s'installer dans un autre pays, sur un autre continent. Et là, parce qu'elle est pleine de mansuétude, la direction de cette multinationale veut bien éventuellement proposer au personnel français de ces filiales de multinationales d'éventuellement suivre l'implantation, la nouvelle implantation de son antenne. Et on a vu quantité de situations comme ça, où on a proposé à du personnel français, belge, hollandais, allemand, d'aller s'installer au mieux en Roumanie, au pire en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, payés au prix de là-bas, avec du coup l'assurance que vous ne reviendrez plus jamais sur la terre de vos ancêtres, que vous serez coupé définitivement de vos racines. Et on est de plus en plus dans cette logique. Et c'est cette même logique qui accompagne ce phénomène migratoire, cette volonté de substitution d'une population par une autre, de déracinement général. Avec en plus une motivation évidente, si on observe un peu plus avant tout ce qu'il y a derrière tout cela, c'est la volonté de créer un chaos, de créer une guerre civile, de créer un désordre qui passe par la violence, semant le chaos sur tout notre territoire. Quand on suit attentivement tout ce qui accompagne cette immigration, quand on voit toutes ces situations de terroristes, de criminels mêlés à des arrivées d'immigrés illégaux, des armes qui circulent parmi eux et dont on retrouve jusque des traces dans des centres d'accueil d'immigrés. On ne peut que constater que tout est fait pour permettre, pour faciliter l'émergence d'un chaos, d'une guerre civile. Et en quoi ce chaos, cette guerre civile, servirait-elle les intérêts du nouvel ordre mondial? Eh bien parce que précisément, elle permettrait de légitimer l'intervention d'une force armée supranationale qui arriverait comme libératrice et pacificatrice. Le GI de 1944 est remplacé par la troupe onusienne. Mais le principe est le même. C'est qu'elle s'accompagne d'un changement de civilisation. Hier, Coca-Cola a remplacé le Beaujolais
et la limonade européenne. Demain, c'est le nouvel ordre mondial qui remplacera le cadre institutionnel et législatif de notre pays. C'est ça aussi le plan final de ceux qui orchestrent cette immigration. Je reviens sur aussi ces aspects en quoi les immigrés eux-mêmes devraient se méfier de cette volonté des mondialistes de les pousser à embarquer sur des rafios pour arriver jusque chez nous. Regardez un petit peu en ce qui concerne les femmes immigrées, à quoi cela mène. Regardez le taux de prostitution qui est celui des femmes arrivées illégalement sur le continent européen. C'est les indices, les témoignages, les rapports officiels sont effarants. La prostitution d'origine extra-européenne issue directement de l'immigration illégale est en pleine explosion. Vous avez des rapports d'institutions européennes et d'institutions policières qui vous signalent que désormais des jeunes femmes subsahariennes se prostituent en France, en Belgique, en Hollande pour 5 € la passe. Ça vous donne une idée de la déchéance qui accompagne tout cela. Vous avez également l'essor de la pédophilie à travers cette vague migratoire totalement incontrôlée, insensée. Les rapports, là encore, officiels, vous donnent des chiffres astronomiques d'enfants qui ont débarqué non accompagnés de ces rafios sur l'une ou l'autre des plages européennes et dont on perd ensuite toute trace. Mais si une part d'entre eux vit probablement clandestinement sur nos territoires, si une part d'entre eux n'est en réalité pas mineure contrairement à ce qu'elle prétend être, il n'empêche qu'une autre partie est bien mineure et finit dans des réseaux de prostitution pédophiles. En quoi peut-on penser que cela sert au bien, à la dignité de ces populations qui fuiraient la guerre ou la misère chez eux? En réalité, l'immigration telle qu'elle est organisée n'est un bien pour personne, ni pour eux, ni pour nous. Elle est un bien uniquement pour les criminels, pour les proxénètes, pour les passeurs, pour les terroristes, pour les exploiteurs et pour les mondialistes. Mais elle n'est un bien nulle part pour une famille normale, pour une famille naturelle, qu'elle soit immigrée ou qu'elle soit européenne. Elle est contraire à tout bon sens, à tout ordre naturel, à tout bien commun. Et c'est aussi un message que nous devons avoir à cœur de faire passer sur les autres continents. Bien sûr, nous avons comme premier devoir de nous adresser à notre population, de lui faire prendre conscience de la nécessité de se défendre, de lui faire prendre conscience de la nécessité de rechercher des dirigeants, de confier l'autorité à des personnes qui auront une vision claire et qui rétabliront l'ordre, au service des Français, qui auront à cœur
d'organiser cette préférence nationale et de mettre en pratique cette rémigration. Mais parce qu'il faut aussi avoir le souhait de réduire au maximum les embarquements vers l'Europe, eh bien, nous ne devons jamais manquer une occasion de nous adresser aux populations du continent africain ou aux populations d'Amérique latine qui en ce moment est également sujette à encouragement de venir chez nous. Ce n'est pas pour leur bien. Nous devons à eux aussi leur dire qu'ils doivent être des patriotes. Je ne peux qu'encourager les Africains à être patriotes, les Sud-Américains à être patriotes, les Asiatiques à être patriotes. Mais s'ils sont patriotes, c'est dans la terre de leur père qu'ils doivent chercher la prospérité ou la survie de leur famille, et ce n'est pas chez nous. En aucune façon, ils ne seront patriotes chez nous. Les rigolos qui se promènent en Seine-Saint-Denis avec un t-shirt aux couleurs de l'Algérie, de la Turquie ou du Maroc, je dis bien ce sont des rigolos qui sont loin de servir leur pays. Leur patriotisme de façade, il est mercantile, il est matérialiste. Mais en rien, ils ne servent la patrie qu'ils affichent sur leur torse. Ce sont ni plus ni moins que d'autres formes de prostitution auxquelles ils se livrent. Voilà, ils viennent se servir, mais ils ont tout renié. Ils sont déracinés comme les autres. Ils peuvent bien se prétendre antisionistes, mais en réalité, ils sont les premiers valets du sionisme. Ils en sont les mercenaires. Ils sont totalement, inconsciemment soumis à ces mondialistes et à ces sionistes. Le vrai immigré qui aurait à cœur de réellement se poser les bonnes questions, la première des réponses qu'il aurait à fournir, c'est de prendre un billet d'avion pour retourner chez lui. Pas parce que nous lui ferions peur, mais parce que par souci du bien de sa patrie et de sa famille, il devrait comprendre que sa place, elle est là-bas et pas chez nous. Notre message, il doit être un message de vérité pour tous. D'abord et prioritairement pour les nôtres, mais pour assurer aussi le contexte qui nous préserve de cette invasion, il faut couper les robinets. Et comme nous ne sommes pas en mesure de fracasser immédiatement les mollets de ceux qui sont aux commandes du nouvel ordre mondial, eh bien, il faut réduire le flot d'immigrés en nous adressant aussi à ces pays, comme d'ailleurs le font les chefs d'État européens lucides. Je pense à Salvini qui est allé parler en Afrique. Je pense à différents responsables des pays de l'Est qui ont été tenir des messages dans différents pays dont sont issues l'immigration pour leur dire qu'ils ne trouveront pas l'Eldorado qu'on leur promet chez nous. C'est ça aussi une politique intelligente, n'est-ce pas? C'est défendre nos frontières, y compris par la force, assurer le bien de notre population d'abord, mais aussi avoir la charité de la vérité en s'adressant aux autres continents et en leur disant que non seulement nous ne les laisserons pas entrer chez nous,
mais qu'en plus de ça, ils ont pour devoir de rester chez eux. Et enfin, quand on nous dit « oui, mais par la force, comment pourrait-on en mettre fin à cette arrivée incessante d'immigrés ?» Cela peut sembler pour beaucoup illusoire. Oh, bien sûr, on n'est pas en mesure de dresser des murs sur toutes nos frontières. On n'est pas en mesure de mettre des soldats le long de toutes les frontières naturelles du continent européen. Mais ce dont nous serions parfaitement capables, si nos dirigeants le voulaient, c'est de mettre en place un blocus maritime. Si les dirigeants, les chefs d'État européens, soucieux réellement du bien commun, en avaient la volonté, ils donneraient mandat aux forces navales de leurs pays respectifs pour organiser un blocus qui empêche les bateaux d'arriver jusque sur nos côtes. Alors bien sûr, ça demanderait, encore une fois, de faire abstraction de tout le pouet-pouet de sensiblerie. Dans un premier temps, il faut peut-être couler un rafio. Mais dans un second temps, ça fera réfléchir ceux qui ont reçu leur billet pour monter sur un autre rafio. Le bien commun, c'est aussi ça. C'est de se soucier d'une vision à plus haut niveau que la simple immédiateté. Mais c'est possible si on le veut. Alors, je voudrais terminer par quelques citations pour montrer que, en soi, y compris dans le camp politique qui n'est pas le nôtre, il y a eu des constats lucides de ce qui était en train de se mettre en place. Et peut-être devrions-nous rappeler à la gauche d'aujourd'hui ce que la gauche d'hier disait, et à la fausse droite d'aujourd'hui ce qu'elle disait aussi hier. Alors, je vous prends une citation, elle est de François Mitterrand. Quand même, alors, ne vous méprenez pas, je n'ai aucune sympathie pour François Mitterrand. Mais, écoutez bien, il déclarait le 10 décembre 1989 « Le seuil de tolérance de l'immigration est dépassé depuis les années 1970 ». C'est quand même extraordinaire. Vous avez un président de la République socialiste qui, en 1989, vous dit publiquement que le seuil de tolérance est dépassé depuis 1970. Nous sommes en 2018 et nous suffoquons par la submersion migratoire. Vous avez le général de Gaulle, et Dieu sait que je ne suis pas gaulliste, qui déclarait « Il ne faut pas se payer des mots. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon la France ne serait plus la France. Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » Aujourd'hui, au sein de notre classe politique centriste et républicaine, combien d'entre eux se réfèrent sans cesse au gaullisme, mais combien se réfèrent à cette petite phrase de Gaulle? Et puis vous avez cette citation de Valéry Giscard d'Estaing, qui porte pourtant une grave responsabilité dans la submersion migratoire que nous connaissons, mais qui, le 21 septembre 1991, déclarait « Le type de problème auquel nous aurons à faire face se déplace de celui de l'immigration vers celui de l'invasion. » Eh oui, elle est bien là, c'est une invasion.
Merci à vous et organisons la préférence nationale et la rémigration parce que ce sont des valeurs catholiques. Merci.